téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 352e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, Okpa Magazine. Okpa Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 352e édition, nous avons retenu pour thème rôle des droits de douane dans l'économie nationale. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec un professionnel, un homme dont l'identité, dont l'expérience, dont l'engagement se passe de présentation. Je veux citer le professeur Édouard Vallès Jean-Laurent. Professeur, bienvenue à notre émission. Merci mon ami, comme toujours, je te remercie pour l'invitation. Donc c'est un plaisir pour moi de partager mes faibles connaissances avec le public de Radio Guinée. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer un petit peu de discuter, de parler. Donc, il faut rappeler aussi que j'ai une école de douane et nous dispensons beaucoup de cours de douane au profit du public, en faveur du public. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de rester sur la base afin d'apporter notre contribution au bien-être de la société. Très bien. Bienvenue encore une fois. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre reçoit des inscriptions sur local au ministère de Gabriel Bossan. C'est de 9h à 4h PM. L'ordre participe à des congrès, des conférences sur des activités internationales. Par exemple, il y a la 32e conférence interaméricaine de comptabilité qui va se dérouler à Lima au Pérou du 22 au 24 octobre. À chaque émission, nous apportons aussi quelques conseils aux administrateurs, aux gestionnaires, aux comptables professionnels, aux étudiants. Quel est le rôle de l'inventaire physique? Son importance. Donc, lorsqu'une entreprise, une institution, arrive à la fin de sa période financière, eh bien, la loi fait obligation à l'institution, qu'elle soit publique ou privée, les normes comptables exigent aussi, il faut tenir, il faut avoir un inventaire physique. L'inventaire physique permet de s'assurer de la réalité des stocks de biens, de fournitures, de marchandises, d'équipements, de mobilier, de façon à ce que les livres reflètent la réalité de l'entreprise ou de l'entité. Il faut avoir un inventaire physique. Certes, il y a ce qu'on appelle l'inventaire permanent. L'inventaire permanent, c'est quand, par exemple, il y a possibilité de déterminer le stock restant, et ceci en temps réel. À ce moment-là, lorsqu'on tient un inventaire physique, on le compare avec l'inventaire théorique ou l'inventaire permanent et on peut avoir à faire des corrections. Donc, encore une fois, l'inventaire physique est obligatoire et ça prend en compte à la fois les biens, les fournitures, les marchandises, les équipements, le mobilier, et parce que ceci est non seulement une exigence de la loi, mais également des normes de comptabilité. Le thème de l'émission du jour, rôle des droits de douane dans l'économie.
dès qu'on parle des droits de douane, eh bien, certains voient l'administration générale des douanes. Une des deux institutions compétentes pour collecter les impôts, les droits, les taxes pour compte de l'État. On rappelle encore une fois, il y a deux institutions qui peuvent jouer ce rôle. Un, la Direction générale des impôts. Deux, l'administration générale des douanes. Ce sont les seules institutions compétentes pour collecter les impôts, droits et taxes. Donc, contrairement aux autres impôts, les droits de douane ont une fonction, je dirais, économique privilégiée. C'est pourquoi nous avons, dans le cadre de cette émission, invité, je dirais, une des compétences notoires dans le domaine de façon à pouvoir vous éclairer. Donc, professeur Edouard Vallet-Jean-Laurent, puisque le thème de l'émission c'est droits de douane, son importance dans l'économie, est-ce que les droits de douane, tels que appliqués en Haïti, est-ce que ces droits de douane font partie, je dirais, de conventions auxquelles Haïti est partie? Bon, merci pour la question, mais je voulais commencer par faire une petite présentation du système douanier. D'accord, ok. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, et même à mes étudiants, c'est toujours comme ça que je commence le cours, pour dire que la douane existe depuis le péché d'Adam et Ève. Vu que c'est à partir de là que la décision a été prise par notre Dieu pour dire que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et à partir de cela, eh bien, l'homme a été obligé de commencer à travailler dur, à piocher, pour pouvoir réaliser son pain. Et c'est ainsi que on va rencontrer jusqu'à maintenant, au fil des ans et jusqu'à maintenant, que l'homme est obligé de travailler dur pour gagner son pain. Et c'est ainsi aussi que l'on va trouver que pour gagner ce pain, à partir du gain de ce pain, eh bien, l'homme a senti les besoins qu'il avait pour pouvoir travailler, parce que en disant ceci, il faut que ce pain soit bien gagné, mais ça va amener aussi que la présence de la dîme que doit payer l'homme, vu qu'il est appelé à vivre en agglomération, et de par le fait qu'il habite, qu'il est de cette agglomération, eh bien, c'est cette dîme-là qui va permettre, eh bien, à l'État qui va être créé de survivre. C'est ce que je vais un peu de mots, c'est ce que j'essaie de dire. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a deux types de taxes. Il y a les taxes directes et les taxes indirectes. Le domaine de la DGI, ce sont les taxes directes, et dans le domaine de la douane, ce sont les taxes indirectes. Les taxes indirectes proviennent du fait que quand la contrebande a commencé dans les échanges entre les différents États indépendants, eh bien, l'État s'est senti un petit peu touché parce que cette contrebande empêchait des gains substantiels au bénéfice de l'État. Et par rapport à ceci, l'État a créé sur les frontières entre les pays et les différents États, eh bien, des taxes qui étaient perçues à travers les échanges. Et c'est comme ça que la douane aussi va prendre naissance. D'où, au fil des ans, le développement non seulement de la Direction générale des impôts, si je peux m'exprimer ainsi, et la création de l'administration générale des douanes, aussi naturellement, ce n'était pas les mêmes appellations dans le temps, ceci importe peu aussi, mais l'essentiel, c'est que de nos jours, c'est comme ça qu'on a ces institutions. Et qu'elles proviennent de quel que soit le pays, c'est ce qu'on va retrouver à la base. Donc c'était un petit peu l'entrée pour montrer que les taxes ne sont pas des choses qui sont perçues comme ça, elles viennent à partir d'un processus qui existait depuis que le monde est. La vie en société. La vie en société.
c'est ce qui permet de régulariser la société. Donc, de nos jours, on peut leur donner différents noms, mais ce sont les mêmes choses qui font la même finalité. D'où les taxes. Maintenant, il y a une association effectivement internationale, mondiale, qu'on appelle actuellement l'Organisation mondiale des douanes, qui s'appelait avant le Conseil de coopération douanière, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a pris naissance, vu que en 1924, la Société des Nations, qui devait prendre naissance, n'a pas pu être portée sur les fonds baptismaux par les différents États membres. Donc, c'est ce qui a valu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, que l'on a créé une institution qu'on appelait le Conseil de coopération douanière, actuellement appelé Organisation mondiale des douanes. Et cet organisme international, on comprend son existence vu que les différents pays cherchaient à harmoniser leurs principes douaniers, leurs principes fiscaux, en vue de créer une association qui puisse régir le fondement même de cette association. Ça veut dire que le pays cherchait à parler le même langage douanier. C'est ainsi que, à la création de cette institution, premièrement, il y a eu une convention créant cette institution internationale, et deuxièmement, il y a donné naissance à la convention sur la nomenclature tarifaire et sur la valeur en douane. Valeur en douane, qui est une notion que peut-être nous allons aborder au cours de notre petit entretien, mais parce que qui, en même temps aussi, a évolué dans le temps. Je ne sais pas si, en quelque sorte... Alors, si je comprends bien, ça veut dire que chaque pays cherche à tirer avantage des droits de douane et ceci a conduit à la conclusion de conventions entre les États. C'est ça. Donc, ça veut dire que l'Association mondiale des douanes, comme l'Organisation mondiale du commerce, ce sont des entités qui permettent d'arriver à un juste milieu, une juste mesure. C'est ça. À ce titre-là, professeur Edouard Lesanro, les concepts de valeur en douane, c'est-à-dire valeur transactionnelle, valeur statistique, qui ont un point important pour l'usager. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence qu'il y a entre ces deux concepts? Bon, la valeur en douane est un concept et là, effectivement, la valeur statistique en est un autre. Naturellement, les deux, elles trouvent leur origine du principe de tarification douanière. Parce que c'est à partir de la valeur statistique que l'on peut établir certaines normes de commerce international, comment les pays, les statistiques sont publiées annuellement dans tous les pays et qui permettent aux pays justement de s'orienter dans leurs décisions économiques et monétaires. Malheureusement, en Haïti, ça fait déjà près de 30 ans, un peu plus même, que nous n'avons pas publié les statistiques du commerce international. Ce sont des éléments épars qui sont donnés, qui sont publiés, mais malgré tout l'effort de l'administration générale des douanes. Mais il y a beaucoup de problèmes qui empêchent aux statistiques douanières, alors que nous devons obligatoirement communiquer aux instances internationales avec lesquelles nous avons des relations, ces éléments de statistiques du commerce international, afin que tous les pays puissent pouvoir s'orienter. Donc, actuellement, jusqu'à présent, la République d'Haïti, elle donne des informations, par exemple, en même temps, il y a le problème de la contrebande et de la fraude, parce qu'en Haïti, on ne fait pas, on fait le tout, comme ça, alors qu'il y a une différence entre la contrebande et la fraude. Donc, c'est tout ça qui donne des problèmes à la constitution de bonnes statistiques. Parallèlement, comme je vous dis, il y a les éléments de la valeur en douane, qui est un élément assez important dans la constitution d'une déclaration de marchandises en douane. Pour déclarer une marchandise en douane, il faut déjà 3 éléments. Il faut que cette marchandise soit rentrée sur le territoire. Deuxièmement, elle ait une valeur, pas vrai?
et en même temps aussi qu'elle soit transportée par un transporteur. Et on parle de valeur CIF à ce moment, pas vrai? Et la valeur CIF, c'est le Cost Insurance and Freight, le coût l'assurance et le fret, donc le fret de transport. Mais dans le fret, on peut trouver deux types de fret. On peut trouver le fret normal qui sort du point de départ de cette marchandise pour arriver au pays d'entrée, mais aussi il y a le frais intermédiaire depuis le pays d'origine pour passer par le port de départ. Donc tous ces frais doivent être combinés pour pouvoir avoir le transport réel d'une marchandise, avec d'autres petites nuances en même temps. Et il y a aussi le prix de la marchandise qui coûte et qui a des aléas. Par exemple, en Haïti, ce que je vais dire va peut-être offusquer certaines personnes, mais c'est la réalité. En Haïti, on ne combine pas toutes les données suffisamment pour pouvoir déterminer la valeur de la marchandise. Par exemple, il y a des pays où vous savez que tout ce que en fait, en douane même, tout ce que vous dépensez pour acquérir un bien devrait être comptabilisé. Donc c'est ça la valeur en douane. C'est une comptabilité de tout ce que vous avez dépensé pour acquérir un bien. Et à partir de là, les taux de taxation sont prévus par la nomenclature tarifaire nationale, pas vrai, pour pouvoir taxer la marchandise à un taux qui est prévu dans le tarif douanier. Maintenant, il y a, depuis la naissance du Conseil de coopération qui est actuellement OMD, il y a la valeur de Bruxelles, qu'on appelle la valeur de Bruxelles, la valeur en douane. C'est la valeur où l'intéressé doit payer, comme dit, les taxes sur ce qu'il a transporté comme marchandise. Mais cette valeur, on l'appelle la valeur normale. C'est ce qui explique tout ce que vous avez dépensé. Mais actuellement, il y a deux types de valeurs qui évoluent et qui n'est pas bien. Parce que depuis 1988, la notion de valeur normale a disparu au profit de la valeur transactionnelle. Or, il se trouve que Haïti a signé la valeur transactionnelle, pas vrai? Tous les éléments sont là, mais Haïti n'a jamais mis en branle, en application, la valeur transactionnelle. La valeur transactionnelle, elle a ses avantages et inconvénients. C'est dans le cadre de la promotion du commerce que l'on avait les institutions internationales, les pays développés surtout, il faut le reconnaître, avaient créé la valeur transactionnelle qui devait remplacer la valeur normale. Pas vrai? Mais, comme je vous dis, pour une raison ou pour une autre, que je n'explique pas, Haïti, quoique ayant ratifié cette structure, n'applique pas dans les faits la valeur transactionnelle. Il faudrait que, nous avons déjà écrit sur ce dossier techniquement, nous avons montré l'avantage qu'il y a dans le cadre de la libéralisation du commerce que Haïti signe, mais il faut préparer les douanes à cette application. Or, ce qui n'est pas fait. C'est pourquoi les responsables de douane sont un petit peu hésitants à rentrer dans l'applicabilité de cette histoire. Parce qu'on doit prendre des dispositions. C'est vrai qu'il y a aussi la SGS, la Société Générale de Surveillance, qui est censée apporter un apport considérable dans le cadre de la détermination de la valeur en douane ici, mais il se trouve que par le fait que cette institution s'occupe par rapport aux transactions avec les autres pays de la valeur transactionnelle, et nous autres aussi, nous n'appliquons pas la valeur transactionnelle, nous appliquons de préférence la valeur normale de Bruxelles, ce qui donne des conflits de compréhension entre cette institution et la douane. Et ça, des fois, ça arrive un petit peu, non pas au miel, mais au vinaigre. Pas vrai? Donc, il faut que des dispositions soient prises pour que
l'on puisse appliquer, ou bien on applique définitivement la valeur de Bruxelles, ce qu'on a signé, la valeur de transactionnelle, ce qu'on a signé, mais à ce moment, il faut prendre la décision de laisser tomber la valeur de Bruxelles, qui n'est plus de mise, vu que près de, si nous sommes 176 pays, il y a au moins 160 qui appliquent la valeur transactionnelle. Tu vois? Mais en même temps aussi, il faut former les douaniers en ce sens, les spécialiser même. Il y en a qui sont capables, il y en a plein de douaniers qui sont capables, mais il faut que la décision soit prise au plus haut niveau dans le cadre de l'exécution d'une décision pareille. Très bien. Alors, si on veut illustrer, ça veut dire quelqu'un qui a payé une marchandise pour 100 $, qui a valeur transactionnelle, arrivé par exemple en Haïti, si la valeur statistique ou de référence est par exemple 200 $, 150 $, eh bien, il aura payé les droits de douane sur 150 et non 100 $. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et pour rendre la question compréhensible pour le grand public, et dans le cadre de la valeur normale en douane, c'est au client, au démarcheur, au propriétaire, à l'importateur, de faire la preuve à la douane de ce qu'il avance comme déclaration de valeur en douane. Là, la charge revient à l'importateur, commissionnaire en douane, tout ce que vous voulez. Mais dans le cadre de l'exploitation de la convention de la valeur en douane, il revient à la douane de prouver à l'importateur qu'il a menti. Et ce qui est très, très difficile si l'on ne prend pas toutes les décisions pour permettre aux douaniers de maîtriser cette structure, ce système. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont accordés dans le cadre du développement du commerce international, mais en même temps aussi, la douane a pour devoir de percevoir réellement, pas vrai, les droits de l'État, pas vrai, les droits de douane, qui sont prévus par les lois, mais en tenant compte des principes de la transaction, qui est vraiment profitable à l'intéressé, mais en même temps, l'État doit pouvoir en profiter. Or, c'est ça qui n'est pas fait. On doit mettre la douane en possibilité de pouvoir, eh bien, appréhender ce système très bien et l'appliquer au profit de tout le monde. Parce que c'est une source de contrebande aussi. Alors, puisque le thème en question, c'est l'économie des droits de douane, c'est-à-dire le fait de payer les droits de douane sur une base plus importante que la valeur transactionnelle, ceci a une incidence sur le prix de revient du bien également. Et par conséquent, le bien revient plus cher au consommateur. Donc, est-ce que l'État n'aurait pas intérêt à faire en sorte qu'on applique la valeur transactionnelle? Oui, oui. D'ailleurs, c'est obligatoire, puisque internationalement, c'est signé. Or, quand Haïti ratifie une convention internationale qui avait été signée, même au travers du Parlement, donc faut-il bien qu'on l'applique, ne serait-ce que pour cela. Deuxièmement aussi, eh bien, comme Haïti est un petit pays, on ne fait pas de trop grande pression par rapport à l'application de cette structure, mais quand Haïti sera plus ou moins reconnu et le développement sera encore plus intense, eh bien, les pays vont s'intéresser à ce que Haïti applique ceci parce qu'il y va de leurs économies aussi et des rapports commerciaux qu'ils développent avec Haïti et par rapport aux autres pays. Parce que cette convention, elle donne des avantages, c'est vrai, mais il y a des obligations aussi. Or, Haïti aime les utiliser, mais Haïti ne les applique pas réellement dans la glace du réel. En effet, Haïti doit harmoniser sa législation pour respecter les dispositions de cette convention. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 352e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème rôle des droits des douanes dans l'économie nationale. Notre invité, le professeur Édouard Vallès Jean-Laurent.
Professeur, les droits de douane sont d'une grande importance économique, dans des échanges particulièrement, comme l'a déjà souligné. On prend un secteur tel que la sous-traitance. Comment les droits de douane permettent-ils, la législation particulièrement, permet à ce secteur de pouvoir faire entrer des matières premières et sortir des produits finis? Y a-t-il un régime particulier pour cela, en matière douanière? Oui, il y a un régime dans ce système, ça s'appelle le régime de l'admission temporaire. Cela veut dire que les marchandises rentrent dans une position tarifaire, quelle que soit la marchandise, elle doit rentrer à partir d'une position classée dans une position tarifaire pour pouvoir être utilisée dans le pays. Maintenant, qu'on parle de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est le fait par un pays d'avoir des relations avec le pays d'Haïti dans le cadre d'une loi économique régissant les rapports, c'est le pays qui autorise cette possibilité de les échanges. Parce que normalement, tous les pays ont des droits de douane ou des droits d'une manière générale sur les échanges, soit à l'importation, comme il n'y a plus de taxes à l'exportation de par la convention depuis 1988 entre les différents pays. Donc, Haïti bénéficie d'un régime particulier où ces marchandises dites en sous-traitance ne paient pas de taxes douanières à l'entrée, donc au retour des marchandises transformées. On parle de transformation quand on parle d'admission temporaire. Ce sont des marchandises qui sont rentrées dans le pays à l'état brut, sous forme de, si on prend des vêtements, il y a les boutons, les spatules, les tissus découpés ou non coupés, et tout élément qui va constituer la confection d'un vêtement. Et ces différents éléments sont épars et sont rassemblés à travers une industrie, une factory en général qu'on les appelle, et qui repartent en produits finis unitaires. Et pour cela, l'État haïtien permet à ces différentes entreprises de jouir d'un statut particulier. Naturellement, le régime des taxes est toujours là, mais il y a une suspension temporaire de ces taxes pour permettre la facilitation et le développement de ce genre de pratiques commerciales. Parce que si l'on devait demander à cet intéressé qui a peut-être des millions de marchandises qu'il rentre, qu'il importe, de laisser une caution pour garantir les droits de douane, eh bien, nous n'en sortirions pas. On pourrait laisser tomber ce régime puisque on sait que l'économie haïtienne ne veut pas supporter, pas vrai? Même si l'on parle de garantie bancaire par traite, eh bien, on n'a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de ça. C'est pourquoi, dans la pratique, il y a une tolérance qui est apportée, qui est permise, pour que la perception de ces marchandises, des redevances douanières, ne soit pas effectuée sur ces marchandises qui doivent être retournées. Mais il y a une obligation. Il faut que la douane puisse pouvoir contrôler et déterminer le retour dans le pays d'origine de ces marchandises rentrées. Même ne serait-ce que au morceau toile. Tout doit retourner dans le pays d'exportation. Pas vrai? Dans le pays d'exportation, celui qui a expédié les marchandises. À partir de ce moment, ces marchandises jouissent du statut particulier de l'admission temporaire. Et si l'on surprend quelqu'un en train de frauder, il va perdre non seulement les avantages fiscaux qui lui sont donnés, mais il va payer des amendes et on va lui enlever aussi, ils vont enlever et on va plus donner à cette industrie, eh bien, ces avantages, il ne pourra même peut-être pas exister.
Sinon, même les cas d'emprisonnement, dépendamment de la gravité du cas. Alors, le régime d'admission temporaire est aussi appliqué dans le cas des équipements. Des équipements aussi. Des équipements aussi. Maintenant, il y a plusieurs types d'admission temporaire. Par exemple, quand on parle des transporteurs eux-mêmes, si certaines marchandises qu'ils ont restent par exemple sur l'aéroport ou bien sur les ports, à l'intérieur de ces emplacements où ils font le service aux particuliers, eh bien, on va leur donner une admission temporaire pour certains articles. Pas pour les articles de bureau, mais pour les moyens de transport qu'ils utilisent pour pouvoir... Mais ces moyens de transport ne pourront pas laisser l'enceinte de la douane, sinon la douane devrait taxer. Il y a aussi la durée du moyen de transport. Il y a quelque chose ici que l'on ne pratique pas, mais qu'on devrait pratiquer. Ce sont les moyens de transport, par exemple les conteneurs. La loi reconnaît, et la loi internationale reconnaît, que le moyen de transport, les conteneurs, sont en admission temporaire. Et ça, c'est automatique. Mais l'intéressé, suivant le pays, a un délai entre 3 à 6 mois pour pouvoir rapatrier ce conteneur, ce moyen de transport, l'endroit où il est sorti. Passer ce délai, eh bien, il y a les taxes qui sont prévues. Or, qu'est-ce que nous constatons ici? Il y a un petit flot de conteneurs pour des particuliers qui ne sont pas taxés. Dans des pays, le conteneur doit aussi, en même temps, pour les questions de sécurité nationale, doit aussi avoir une identification comme le véhicule, s'il va rester sur le territoire national. Il doit aussi avoir une identification. Et ça, je n'ai pas vu une chose pareille, je n'ai jamais vu une chose pareille dans le pays. Parce que dans les autres pays, quel que soit le conteneur qui est un moyen de transport, s'il reste sur le territoire national, il doit pouvoir payer les taxes et en même temps aussi être identifiable. Tandis que l'admission temporaire pour les autres conteneurs, eh bien, ils vont repartir à partir du moment qu'ils respectent le délai. Sinon, eh bien, ils vont payer les taxes. C'est une deuxième possibilité. L'admission temporaire encore vient du fait que il y a une exposition, une foire quelconque, eh bien, les marchandises qui bénéficient dont on veut faire bénéficier de cette particularité, eh bien, peuvent rentrer en admission temporaire et pourront être rapatriés depuis leur lieu d'origine à partir du moment qu'ils auront rempli leur offre. Par exemple, si un factory ou bien une industrie quelconque veut faire rentrer un technicien avec son matériel pour pouvoir dépanner une situation qui s'est produite par rapport à un matériel, eh bien, ils peuvent solliciter l'admission temporaire, pas vrai, et après le travail, ils pourront partir. Si c'est pour une exposition, pour une fois aussi, c'est la même chose qui peut se faire. Ouais, donc il y a plusieurs possibilités de bénéficier de l'admission temporaire. Si quelqu'un, par exemple, rentre avec sa voiture en Haïti et qu'il ne va pas la laisser définitivement sur le territoire national, il bénéficie entre 3 et 6 mois pour utiliser sa voiture moyennant l'autorisation de la douane, sans payer les taxes, ouais, peut-être des frais d'admission temporaire, mais il pourra repartir encore avec son véhicule. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc, comme je vous dis, le premier, c'est les marchandises qui rentrent en admission temporaire elles-mêmes, mais qui doivent être transformées pour être réexpédiées sous une autre forme. Ouais. Donc ça, c'est le cadre de l'admission temporaire. Il y a encore l'admission temporaire par rapport au transit, qui n'est pas une admission temporaire pour pouvoir parler, mais pourquoi? Parce qu'on lui donne un cadre particulier. Le régime du transit, il y a 2 types de transit, le transit national et le transit international. Dans le cadre du transit international, la marchandise rentre, pas vrai? Soit elle sort de Cuba pour aller à Curaçao, on passe par Haïti, donc cette marchandise va simplement utiliser le circuit international de transit, mais
ça peut arriver que cette marchandise aussi, qu'une marchandise rentre des États-Unis et soit en transit national, c'est-à-dire elle passe par Port-au-Prince, mais pour se rendre pour être des destinations du Cap-Haïtien. Donc c'est le transit national. Là, il y a des taxes. Il y a les dépôts, les cautions, tout ça à laisser pour cette sorte de taxe. C'est-à-dire que pour le transit international, il n'y aura pas de taxe. Dans le cadre, si on respecte les normes, mais parce qu'il faut que le manifeste, pas vrai, puisse pouvoir dire carrément que cette marchandise ne va pas rester en Haïti, mais qu'elle est en transit international. Il y a encore une autre possibilité, quelqu'un qui a une marchandise et qui veut refuser la marchandise. C'est pourquoi j'ai parlé de semi-transit international. C'est parce que la loi douanière exige que cette personne dédouane la marchandise quand même, quitte à ce qu'elle puisse la réexpédier moyennant les différents frais de douane. Et cette personne pourra par la suite bénéficier de certaines attentions douanières en ce sens. Alors, dans ce cas, il y a suspension des droits également. Oui, la suspension, mais, avec un petit bémol, et cette personne devra prendre des précautions suivant par rapport à ce que dit le manifeste. Si le manifeste donne l'autorisation pour le transit, oui. Dans le cas contraire, cette personne, parce que pour la douane ne pas voir personne acheter. C'est l'Orvini, c'est Jean Vigny à les recevoir. Donc, à partir de ce moment, c'est réglementation douanière-là qui peut permettre traiter cas suivant ça qui paraît là. Okay. Maintenant, alors, un petit rappel sur le concept de manifeste pour qu'on puisse bien comprendre. C'est quoi le manifeste? Le manifeste, c'est un document qui est remis par le transporteur à la douane, qui va dire, déclarer à la douane que j'ai des marchandises que j'ai transportées sur mon moyen de transport au profit et pour le compte de différents importateurs ou exportateurs. Ceci est vice-versa. À partir de ce moment, il y a des informations sur la nature du moyen de transport, sur sa provenance, son origine, et son tonnage, toute une série d'informations qu'on appelle dans un segment particulier d'informations. Mais il y a une autre partie dans le manifeste qui dit le nom des propriétaires, des importateurs transitaires, la quantité de marchandises importées pour une personne, la nature de ces marchandises, le poids de ces marchandises, la valeur de ces marchandises aussi, pas vrai, pour que la douane sache au départ ait une idée vraiment globale de ce qui rentre par ce moyen de transport. Parce que il y a beaucoup d'amendes pour le transporteur qui ne respecte pas les réglementations tant nationales qu'internationales. Il faut dire aussi que même si nous sommes nationaux, nous appliquons des conventions internationales. Ça fait partie, le manifeste fait partie des conventions internationales auxquelles Haïti a adhéré. Très bien. Professeur, les zones franches, les droits de douane, il y a pratiquement un manque à gagner pour l'État là. Oui, un manque à gagner pour l'État, mais qui, si on veut aller du point de vue social, du point de vue économique, ça peut créer des emplois. Le fait que ça crée des emplois par rapport au nombre de personnes qui sont employées dans ces différentes zones, c'est le vrai avantage qu'il y a. Parce que dans une zone franche. Alors il faudrait dire ce que c'est aussi. Oui, une zone franche, c'est une zone où des marchandises importées, justement, soit pour la sous-traitance ou bien, parce qu'en Haïti, on ne le pratique pas, mais cela se fait dans d'autres pays comme Curaçao, par exemple, eh bien, ce sont des marchandises qui rentrent aussi, des fois, soit en transit, mais en vue d'un dédouanement futur, pas vrai? Ou bien encore, ce sont des marchandises dont une partie va être gardée pour le dédouanement national et l'autre partie aussi sera expédiée dépendamment des pratiques du pays. Pas vrai? Maintenant, et ces zones franches en général
elles ont deux dénominations. Ou bien elles font la sous-traitance. Donc, on s'organise à l'intérieur de ces zones franches pour que les marchandises rentrées en sous-traitance puissent trouver un avantage particulier pour qu'ils ne doivent pas souffrir de différents retards qui auraient comme si on était dans une zone qui était commerciale. Pas vrai? Et à partir de ce moment, eh bien, les marchandises qui se trouvent dans ces zones franches pourront repartir dans le délai que prendra cette industrie pour pouvoir réexpédier sa marchandise, parce que l'État donne des facilitations pour pouvoir aller. Parce que le commerce est quelque chose de très rapide. Il faut aller très vite dans le commerce, surtout dans le cadre des sous-traitances, parce que l'intéressé qui veut venir envoyer sa marchandise pour être traité de cette manière, eh bien, lui, il a besoin de sa marchandise dans un délai vraiment. Maintenant, comme je vous dis, l'avantage qu'il y a dans les zones franches, c'est que l'État permet à l'intéressé de venir travailler sa marchandise ici, moyennant qu'il y a beaucoup d'emplois au profit des particuliers nationaux. Donc c'est l'État, au ministère du Commerce, des Affaires sociales, à traiter avec l'intéressé pour savoir quels sont les grades des personnes qui seront habilitées à travailler dans ces zones franches. Pas vrai? Tenant compte que, eh bien, bon, il y a des cas où il y a des spécialisations où ce sont peut-être d'autres personnes qui ne sont pas nationaux qui peuvent pouvoir faire telle chose, mais n'empêche que l'essentiel de la question, c'est que les nationaux sont normalement employés dans ces zones franches. C'est pourquoi, à ce domaine, il y en a pas mal de zones franches. Très bien. Donc, les zones franches sont un espace où, je dirais, défiscalisé. Défiscalisé. Parfait. Exactement. Professeur, maintenant, voyons par exemple les moyens à mettre en œuvre pour assurer le contrôle des frontières maritimes, aériennes, terrestres, oui. De façon à ce que la douane puisse jouer son rôle également. Donc, quels sont ces moyens à mettre en œuvre en dehors, je dirais, de ce que nous prévoit la législation ou les conventions internationales? Bon, les conventions internationales sont claires. Elles demandent aux pays de définir leurs frontières. À partir de ces frontières, eh bien, ces pays vont évoluer. On prend l'exemple de la République dominicaine et Haïti, c'est peut-être là encore que c'est arrivé. Maintenant, il n'y a pas seulement que la frontière haïtienne-dominicaine, il y a aussi avec les autres pays, dans les relations avec les autres pays. Eh bien, quel que soit le pays, et c'est malheureux qu'en Haïti, avec la République dominicaine, la question n'est pas tout à fait claire, quel que soit à l'arrivée de moyens de transport dans un pays, il faut un manifeste. C'est le point de départ. Un point de départ. Il faut un manifeste, que ce soit un camion, que ce soit un navire, que ce soit un véhicule simple. Et on appelle, pour les véhicules simples, on les appelle le liste de colisage. Que ce soit un avion, il faut un manifeste. Et on va même plus loin. Que ce soit un avion privé ou bien un véhicule privé, moyen de transport privé, il faut un manifeste. Parce qu'il n'est pas dit que le véhicule privé, moyen de transport privé, ne puisse pas transporter des marchandises. Parce que la douane doit pouvoir contrôler l'état d'arrivée. Et en même temps, ce qui me permet de parler des différentes missions de la douane. La douane n'a pas seulement la mission de perception de taxes. La douane a autant de missions que l'État peut la confier pour appliquer les différentes lois, tant nationales qu'internationales, qui existent. Très souvent, on pense que la douane est une question de perception de taxes, Ce n'est pas seulement ça. C'est peut-être une chose essentielle. Mais la douane est chargée de publier les statistiques du commerce international. Or, pour que la douane publie les statistiques du commerce international, il faut qu'elle puisse compiler, pas vrai, et les différentes données. Et ces différentes données sont à travers le manifeste qu'on les trouve et les déclarations douanières. D'où la douane a besoin de ces informations. Donc, quand quelqu'un fait de la contrebande, qui fait de la fraude, eh bien, la douane aussi n'arrive pas à contrôler normalement les statistiques. C'est une perte pour les informations qui devraient être publiées au profit non seulement du commerce international, pour l'international, pour le pays. Parce que si la douane, si l'État veut prendre des décisions
d'amélioration du système national, c'est à partir des recettes, des statistiques, tant que le commerce ou type de statistiques, nature, des marchandises, tout ça, l'État prend des décisions comme ça. Mais quand ceci n'est pas fait, eh bien, je ne sais pas, moi je n'arrive pas à bien comprendre comment l'État fait pour pouvoir prendre des décisions objectives au profit de la nation. Donc, il y a aussi la mission de contrôle. La mission de contrôle. Mission de contrôle. Bon, Haïti, on a un problème qu'il y aurait de nous passoires. Le contrôle n'est pas suffisamment accentué. Pas dit pas fait. Il y a un contrôle sans quoi on n'aurait pas de recettes. Et j'applaudis un petit peu avec sans envoyer des fleurs, avec la nouvelle direction générale des douanes qui fait beaucoup d'efforts pour pouvoir remplir les taxes. Pas vrai? Accomplir son devoir. Mais les points de contrôle douaniers, dans le cadre, on devrait développer beaucoup plus de coopération avec la République dominicaine, même à travers l'OMD, pour amener la République dominicaine à être beaucoup plus coopératif entre nous, pas vrai, de pays à pays, pour pouvoir juguler un peu. Parce que la République dominicaine est aussi victime de la contrebande, mais par rapport à ses besoins. Par exemple, beaucoup de boissons alcoolisées traversent la frontière pour aller en République dominicaine. Les Républiques dominicaines, eux autres aussi, ils ont beaucoup de marchandises qui sortent de la République dominicaine, ou même en transit, dans le cadre du transit, parce que malheureusement, avec le problème du rafage de Port-au-Prince qui est détérioré, eh bien, beaucoup de marchandises sortent des pays étrangers en traversant le circuit dominicain pour arriver en Haïti. Or, ce qui est premièrement un manque à gagner pour l'autorité portuaire nationale. Deuxièmement, la douane n'arrive pas à contrôler réellement toutes ces marchandises qui traversent la frontière pour arriver. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits entre les deux administrations douanières pour pouvoir juguler un peu le problème, mais quand on parle, je crois, de 7000 km de frontières entre les deux, je ne me souviens pas trop bien de la quantité, mais il faudrait que l'on puisse installer, mais entre les deux pays, dans les rapports avec les deux pays, pas vrai, ce qu'on appelle les douanes jumelées. Or, en Haïti et République dominicaine, on n'a pas ce qu'on appelle les douanes jumelées. Et les deux pays auraient intérêt à développer, pas vrai, ce qu'on appelle les douanes jumelées, qui serait de grand avantage, surtout pour la République d'Haïti. Mais ceci peut se faire à travers l'OMD aussi, et ceci peut se faire aussi dans les négociations particulières entre les deux pays. Haïti n'a pas les moyens, elle seule, de pouvoir contrôler toute la frontière. La République dominicaine n'a pas à elle seule aussi les moyens de contrôler toutes les frontières. Par contre, si les deux s'organisent, comme cela se fait en Europe, comme cela se fait entre les États-Unis et le Canada, pas vrai? Eh bien, entre les États-Unis et le Mexique aussi, malgré tout, ils ont des problèmes. Allez voir pour nos autres petits pays qui n'ont pas les différentes infrastructures qu'il faut pour pouvoir réaliser ceci. Mais cela peut se faire. Pas vrai? Je sais qu'il y a des efforts, parce que moi, j'ai travaillé dans un système où il y avait une connexion qui était faite pour pouvoir améliorer les relations entre ces deux pays. Il faudrait continuer, pas vrai? Mais en tenant compte de ce qu'on appelle, moi, ce que je conseille, ce que je recommande, c'est avoir des douanes juxtaposées. Donc, monsieur, il faut réformer les douanes pour que ces administrations, comme les droits de douane, puissent jouer pleinement leur rôle économique. C'est ça. C'est bien le cas. C'est ça. Donc, alors, le mot de la fin, puisque malheureusement nous sommes arrivés au terme de l'émission. Bon. En très peu de mots. En très peu de mots, je peux dire que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par, comme je disais tout à l'heure, entre les deux administrations douanières, mais en Haïti surtout, beaucoup d'efforts sont faits parce qu'il y a la modernisation des douanes qui est pratiquement faite. Maintenant, il y a quelques touches
des retouches à faire parce que on ne fait pas suffisamment attention à certains points. Par exemple, je ne veux pas parler du problème qu'il y a actuellement à travers les douanes, mais je veux parler d'un statut particulier que les douaniers souhaitent avoir. Je pense que c'est une bonne chose, mais il doit être bien touché pour qu'il n'y ait pas de casse par la suite. Parce qu'il n'y a pas que des avantages à donner seulement, il y a des obligations à prescrire aussi. Maintenant, en même temps aussi, de la relation entre douanes. Mais ce qu'il faut surtout, je m'excuse là, d'insister, la contrebande n'est pas seulement à travers la frontière israélo-dominicaine. La contrebande est aussi dans les importations avec les autres pays. Et si le Sidonia existe comme structure permettant à la douane de réaliser beaucoup de choses, eh bien, il faut que l'on revise aussi, pas vrai, la structure d'importation de ces différentes marchandises. Et il y a une question de circuit des fois qui laisse un petit peu à désirer. On devrait le revoir pour pouvoir tout ça, mais je pense que la douane fait beaucoup d'efforts et j'applaudis personnellement, sans flatterie. Et c'est ce que je peux dire au mot de la fin. Donc, on vous remercie pour cette présentation, cette disponibilité. Et à vous, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, à bientôt.